Nous sommes à Noisy-le-Sec, dans la Seine-Saint-Denis, un département sensible. Dans ces rues désertes, un policier vient de tirer un coup de feu sur la voiture d'un chauffard à la suite d'une course-poursuite. Elle vient de se terminer ici. Le chauffard, qui conduisait sans permis, n'a pas été touché. Il a été transféré au commissariat pour être placé en garde à vue. Mais il s'en sort miraculeusement indemne. La balle a traversé la portière de la voiture. Elle est passée à quelques centimètres de lui. L'interpellation a été chaude. Il y a des éraflures sur l'aile aussi, tu vois, regarde. Et regarde la porte, il y a des grosses éraflures sur la porte. Sur place, une autre enquête commence. Elle vise le policier qui a tiré. Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de suivre le commissaire qui la dirige. Ce n'est pas un flic comme les autres. Il travaille à la police des polices, l'IGPN. Il veut savoir si le policier a tiré à bon escient et commence par entendre les témoins. J'ai vu une voiture qui passait à toute vitesse et le camion de police qui était derrière et il y a eu une détonation. Quand un policier tire, l'IGPN ouvre une enquête pour vérifier qu'il était bien en situation de légitime défense. Le collègue qui a tiré, c'est lequel? Ah, il est là, d'accord. L'IGPN est réputé pour ne rien laisser au hasard. Le policier en cause va s'en rendre compte. Oh, bonsoir monsieur. Bonsoir. On va vous faire les tamponnoirs, vous savez, le test d'absorption atomique. Le tamponnoir, un moyen de révéler les traces de poudre sur la main du policier pour s'assurer qu'il est bien l'auteur du tir. Car au moment de l'interpellation, ils étaient 4. À plus tard, merci. Donc on voit l'impact ici. Et finalement, l'ogive est restée coincée dans la partie métallique de la contre-porte. Donc on devrait pouvoir retrouver l'ogive à l'intérieur. On fera démonter la portière par les services techniques. Il y a le culot de la cartouche. Si vous regardez, le culot de la cartouche, il se trouve ici. La douille se trouve au milieu des débris de verre, à l'intérieur même du fourgon de police. Le collègue a tiré alors que la vitre n'était pas tout à fait descendue. Même elle n'était pas descendue du tout, parce que je vois qu'il y a des... Il a tiré à travers la vitre, donc il a vraiment dû se sentir en danger. Je pense que s'il a fait ça, il a dû se sentir en danger, effectivement. Seulement voilà, il ne suffit pas de se sentir en danger pour avoir le droit de tirer. Le policier doit prouver que sa vie a été menacée. Or, il semblerait que cela n'ait pas été le cas. Alors la police des polices va devoir le cuisiner. En France, la police réalise une intervention toutes les 7 secondes. Celle qui pose le plus de problèmes, ce sont les interpellations violentes. Allez, on va vous emmener. Des situations tendues au cours desquelles les policiers peuvent donner et recevoir des coups. Un mauvais réflexe et c'est la faute, aux conséquences parfois dramatiques. Et quand les policiers commettent une erreur, ce sont eux qui se retrouvent sur le banc des accusés. Ils ont alors sur le dos la police des polices. L'IGPN, dans le jargon, les bœufs carottes. Un surnom issu de leur réputation, faire mijoter les suspects à petit feu. Des policiers en costard-cravate, mais que leurs collègues redoutent par-dessus tout, parce qu'ils ne laissent rien passer. Ils sont pas de notre côté, ils sont de l'autre côté. Je veux dire, je suis pas sûr qu'ils soient toujours objectifs. On n'a pas forcément envie de voir débarquer une équipe de l'IGPN dans son service. Moi, je le comprends très bien. J'ai été dans d'autres services, c'est pas plaisant. Chaque année, ils enquêtent sur 1300 policiers pour fautes professionnelles, négligence ou erreurs commises dans le service. Et ils en sanctionnent 350. On te met en garde, à toi de faire le ménage dans ton service, parce qu'il n'y aura pas d'indulgence. Ils réalisent sur le terrain des descentes surprises pour passer au crible le fonctionnement des commissariats. Votre arme de service, elle est où? Elle est en bas, à l'armoire forte. Non, c'est pas forcément ça. Des fois, dans ces deux, c'est qu'il y en a un qui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Et surtout, dans leur collimateur, les ripoux, les policiers qui abusent de leur pouvoir pour se faire de l'argent, voire deviennent complices de truands. Ah, tu serais venu, je m'en fous, peu importe, flic, pas vrai. Si la participation à un trafic, le mieux c'est le flag. Nous avons pu suivre une enquête sur un policier suspecté de trafic de drogue, depuis les écoutes téléphoniques jusqu'à son interpellation au petit matin. C'est l'IGPN. Quand les forces de l'ordre traquent leurs collègues, la police
comme on ne vous l'a jamais montré. Au commissariat de Noisy-le-Sec, le policier qui a tiré sur la voiture du chauffard va maintenant passer sur le grill. L'IGPN veut savoir s'il a tiré à la légère ou s'il était vraiment menacé. Le voilà, assis à la place des suspects qu'il interroge habituellement. Et pour la première fois, notre caméra a pu suivre l'interrogatoire d'un policier. Alors, quel était votre emploi ce jour? Vous étiez en service, en quelle tenue? Et avec qui faisiez-vous équipe? À bord de quel véhicule? Et quel était votre indicatif? L'enquêteur de l'IGPN va prendre son temps. Il va le cuisiner durant 2 heures. Il veut connaître tous les détails de l'intervention. Quelle était la configuration de la rue? Exactement. La dernière? Ouais. Alors, il y a 2 voies. Les autres policiers présents lors du tir sont interrogés séparément pour éviter qu'ils ne s'entendent sur une version qui les dédouanerait. Et au bout d'1 heure, l'enquêteur de l'IGPN se fait plus pressant. Il veut savoir pourquoi le policier a dégainé son arme. Donc moi j'avais chaussé mon arme dans le but de le mettre en joue, de lui dire... Chaussé. Oui, j'ai pris mon arme. Là, vous l'avez sorti. J'ai pris mon arme et je vais donc pour le braquer, pour lui faire les injonctions classiques, de mettre ses mains en évidence. Après une telle course-poursuite, le policier ne savait pas sur qui il allait tomber. Il avait donc le droit de dégainer. Mais pourquoi a-t-il tiré? L'individu qui, lui, est déjà arrêté depuis quelques secondes, n'avait plus les mains sur le volant quand on arrive à sa hauteur. Quand vous dites n'avait plus les mains sur le volant qu'on arrive à sa hauteur... Je prends pas ça. Et donc c'est à ce moment-là que je m'apprêtais à ouvrir la vitre. Le mec me voit, me regarde, et là ses mains apparaissent subitement devant moi. Ses mains montent dans ma direction, comme ça. Elles montent comme ça. Comme s'il tenait une arme. Les 2 mains comment? Le geste comme s'il avait une arme dans les mains, il monte les 2 mains comme ça. Maintenant, autour de ses mains, il y avait une masse sombre, je n'ai pas concrètement vu une arme. Mais de toute manière, là, on a une fraction de seconde pour réfléchir. Voilà le problème. Le policier a tiré avant d'être certain que le chauffard le menaçait réellement avec une arme. N'aurait-il pas mal interprété un geste de reddition? Le commandant lui fait rejouer la scène plusieurs fois. Ça se passe en... Il n'a pas fait ça. Non, là, je suis fatigué. En quelques secondes, peut-être que vous voyez ça, il fait ça comme ça, et puis bon, vous... Non, j'ai bien vu les 2 mains qui montent comme ça. Ça, c'est sûr. Vu le geste, il est peut-être enfouraillé. Si je réfléchis trop, c'est peut-être moi qui vais en prendre une, ou mes collègues. Ben, j'ai tiré. Moi, sur le coup, je pense de suite à sortir vite du véhicule pour aller vers un Mercedes. Le monsieur a ses 2 mains en évidence, donc là, je comprends que je ne l'ai pas touché, heureusement. Donc je le fais immédiatement monter dans le fourgon, et moi, je retourne à la Mercedes, persuadé, absolument persuadé, de trouver une arme dans la voiture, et bon, je n'ai pas trouvé l'arme. Il n'y avait pas d'arme. Le policier n'aurait donc pas dû tirer, sauf à convaincre les enquêteurs qu'il a bien vu un objet sombre dans les mains du chauffard. L'enquête ne fait que commencer. L'IGPN ne va pas lâcher le morceau, le commandant veut en savoir plus. Il est clair que si, dans ce cadre-là, on avait retrouvé une arme dans le véhicule, ça aurait déjà permis un éclairage différent. Là, il n'y a pas d'arme. Ça nécessitera des investigations un peu plus poussées, un peu plus techniques, voire un peu vraiment dans le détail tout ce qui s'est passé. Le chauffard ne portera pas plainte, il n'y aura donc pas de poursuite pénale. Et comme c'était la première fois en 15 ans de carrière que ce policier utilisait son arme, il ne sera pas sanctionné. Usage abusif d'une arme ou utilisation illégitime de la force, une affaire sur 2 traitée ici, à l'IGPN, concerne des violences policières faites aux personnes. Des affaires sensibles, sur lesquelles la police des polices n'a encore jamais dévoilé ses méthodes au grand public. C'est d'ici, derrière cette porte blindée, que toutes les enquêtes sont pilotées. Nous sommes au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'une caméra pénètre à l'IGPN. Chaque jour, 4 nouvelles affaires mettant en cause des policiers atterrissent dans ces bureaux. Celles qui peuvent avoir les conséquences les plus dramatiques sont liées à l'utilisation des armes.
Tous les matins, une petite équipe d'enquêteurs liste les interventions policières les plus sensibles de la nuit. Saint-Denis. Interpellation de 3 individus auteurs de violences en réunion sur une personne. Là, ils font un usage du pistolet à impulsion électrique en mode dissuasion. Présence d'un pitbull non muselé avec les auteurs. Alors qu'ils sont agressés par un groupe. L'an passé, sur toute la France, les policiers ont fait usage de leurs armes 1500 fois. Il s'agit rarement de leurs pistolets, mais de plus en plus souvent de tasers ou de lanceurs de balles de défense, leurs nouvelles armes. Une intervention qui s'est passée à Saint-Denis. Les collègues interviennent à la suite d'une demande de renfort d'une BAC sur une fusillade. Les fonctionnaires ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Il est écrit que les individus se munissent de projectiles et affrontent physiquement. Et là, il est obligé de faire usage à 6 reprises du lanceur de balles de défense, donc du flashball. Et puis, non. Le lanceur de balles de défense, ou LBD, c'est ce type d'arme qui envoie de grosses balles de caoutchouc. Les policiers ne peuvent s'en servir qu'en situation de légitime défense. A priori, un engin moins dangereux que les armes à feu. Seulement depuis 10 ans, ce type d'armement a grièvement blessé une vingtaine de personnes. 13 d'entre elles ont perdu un œil. Les lanceurs de balles de défense, ce sont des armes. Donc elles peuvent être amenées à blesser, voire à tuer, lorsqu'elles sont mal utilisées ou lorsque le danger est tel, que l'agression est telle, la violence est telle, que le policier réagit dans des conditions qui sont celles de la légitime défense. Et les blessés par tir de flashball font partie des enquêtes les plus sensibles de l'IGPN. Ce matin, une affaire de ce type atterrit sur le bureau de Marie-France Monéger. Et ça, c'est les documents que vous m'avez demandé, les 3 copies pour votre réunion de tout à l'heure. Parfait. C'est la patronne de l'IGPN. 36 ans de maison, depuis les stupes jusqu'à la répression du grand banditisme. La police, elle en connaît les moindres rouages et elle a sur les bras une affaire sensible, celle de Trappes. En juillet dernier, suite au contrôle d'identité d'une femme voilée qui a mal tourné, la ville de Trappes connaît une nuit d'émeute. Le commissariat est attaqué, les policiers répliquent. Et au cours des affrontements, un adolescent de 14 ans est touché à l'œil. Une affaire qui suscite beaucoup d'émotions. Tous les médias en parlent. Les images d'émeutes tournent en boucle sur Internet. Aucun policier ne s'est dénoncé. Et d'ailleurs, personne n'a rien vu. L'IGPN va donc devoir répondre à cette question cruciale. Qui a blessé l'adolescent ? Au moment où les policiers ont été assaillis devant et dans le commissariat, donc il y a eu utilisation de cet armement, ce qui me semble était quand même beaucoup plus intéressant que de tirer avec balles réelles. Après, la blessure dont a été victime ce jeune garçon de 15 ans, qui a perdu son œil, est-ce qu'elle est liée à cet armement-là? Est-ce qu'elle est liée à cette munition-là? Il faut le vérifier. Les investigations prennent du temps, car enquêter sur des policiers mis en cause dans des émeutes urbaines, vous allez le voir, ce n'est pas facile. Le dossier a été confié à un vieux briscard, Étienne Durand. Un flic qui connaît tous les services depuis la police judiciaire jusqu'au commissariat de quartier. Un profil idéal pour les bœufs carottes. Ses adjoints ont commencé par enquêter sur la victime et sa blessure. On a interrogé le personnel hospitalier de Trappes qui indique que la blessure était complètement propre. Il n'y avait pas de traces de poudre, il n'y avait pas de traces de débris quelconque, pas de déchirure. Ouais, d'accord. Une déchirure qui aurait pu être causée par un gros pétard, une bouteille ou des cailloux avec lesquels les émeutiers ont attaqué le commissariat. Mais ce n'est pas le cas. Étienne Durand privilégie l'hypothèse du flashball. Reste à identifier les policiers qui en étaient équipés ce jour-là. Les faits, là, c'est encore très tranquille. Ouais. La foule commence à converger. Les fonctionnaires de la sécurité publique se sont mis en deuxième rideau. Ces photos ont été prises quelques minutes avant le drame. Au début de l'assaut, 20 policiers étaient présents. Attendez, juste, je regarde. Si on voit de l'armement, au bras croisés par d'armement collectif, celui-ci peut-être. Ouais. Les photos seules ne permettent pas de savoir qui détenait un flashball. Les policiers ont été interrogés à ce sujet, il faudra les réentendre. En revanche, on peut apercevoir le jeune adolescent sur la photo quelques minutes avant l'assaut. Le jeune blessé
Ouais, il est là. On le discerne ici. Là. D'accord. T-shirt orange, un short bleu à fleurs blanches. Ouais. Il est présent. Là, il est 20h47 à ce moment-là. Donc c'est très peu de temps avant. Ouais, c'est très peu de temps. Elles sont horodatées. Elles sont horodatées. Ouais, d'accord. Tout est placé en procédure. Horodaté, cela signifie que les enquêteurs connaissent l'heure à laquelle ces photos ont été prises. 3 minutes plus tard, une pluie de projectiles s'abat sur les forces de l'ordre qui répliquent. L'adolescent affirme avoir été blessé à ce moment, ce qui mettrait en cause l'un des 20 policiers présents. Problème, les enquêteurs ne disposent d'aucune photo du début des affrontements. On n'a pas d'image, il n'y a pas de vidéosurveillance, c'est la question aussi. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Voilà, alors il faut savoir que le commissariat est doté d'un système de vidéosurveillance, mais évidemment sans enregistrement. Sur la radio, en fait, il y a peu de choses sur la radio. Il doit y avoir une demande de renfort, je suppose. Absolument. Mais derrière, ils sont en sur le moment même, il il n'y a quasiment aucun échange. Avant d'incriminer les policiers, les bœufs-carottes veulent être sûrs que l'adolescent a bien été blessé à l'heure qu'il indique. S'il a été touché plus tôt ou plus tard, ce ne sont pas forcément les 20 policiers présents devant le commissariat qui seraient suspectés. Les hommes de l'IGPN se sont procuré un autre cliché pris par une caméra de l'hôpital. Il prouve que l'adolescent a été admis 6 minutes après le début de l'attaque du commissariat. Alors les bœufs-carottes retournent à Trappes pour vérifier qu'il est possible d'aller du commissariat à l'hôpital en aussi peu de temps. On est à 50. Donc, pour moi, ils reprennent à gauche là. À gauche, ouais. Là, tu fais le tour comme si tu voulais aller. D'accord, et je repasse là-bas. Hein. Ouais. Bah, sachant que de nuit, voilà, tu gagnes encore peut-être 30 secondes, quoi. Voilà, là, on est à 2 minutes. 2 minutes 30 à mon... 2 minutes 30. Ouais. Et pourquoi c'est important alors cet horodatage ? C'est important parce que les événements commencent à 20h48, c'est horodaté avec le trafic radio, et il est pris en compte à l'hôpital à 20h54. Donc on ne comprenait pas trop au départ parce que c'est très court, c'est très très court. Mais effectivement, on vient de se rendre compte que l'hôpital, il est à 2 minutes, 3 minutes. Allez, 2 minutes 30. Ouais. Voilà, le temps de rembarquer, 3 minutes. Voilà. L'adolescent a donc bien été blessé devant le commissariat au moment de l'assaut. Il faut maintenant savoir s'il a été touché volontairement ou involontairement par l'un des 20 policiers présents à ce moment-là. Ouais. Voilà, voilà, tout était là. Enfin, les manifestants étaient là, le long là. Les effectifs étaient de l'autre côté. Si c'était un tir de LBD, on en a discuté, c'est vrai que ça pourrait être dans un scénario selon lequel un agresseur, entre guillemets, est visé, et au moment du tir, le gamin passe devant, il se prend le tir. On a 2 hypothèses. On a l'hypothèse, le problème de trajectoire, et dans la confusion, personne ne s'en rend compte. On a l'autre hypothèse, le fonctionnaire touche à la tête le jeune et ce tait ne nous le dit pas, hein, on ne peut pas les tuer. De toute façon, voilà, on envisage toutes les hypothèses. Malgré les appels de l'IGPN, aucun témoin ne s'est manifesté et aucun policier ne s'est dénoncé. Ce matin, au siège des Bœufs-Carottes, les enquêteurs vont réentendre les policiers. Bonjour, monsieur. Venez, c'est moi qui vais vous entendre. Ils ont confronté l'ensemble de leurs premiers témoignages et il y a des détails qui ne concordent pas à propos d'un flashball. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de définir qui portait un lanceur ? En tout cas, vous n'en portez pas. Non, parce qu'il a fallu qu'on s'équipe d'une manière incomplète assez rapidement, quoi. Alors, par contre, oui, il y a peut-être une petite contradiction. Votre collègue croit se souvenir, lui, dans son audition, vous avoir passé un flashball, juste après qu'il ait lui-même utilisé. Ce qui est possible, mais bien après en fait que les violences aient commencé. Mais l'enquêteur détient une autre information. Juste après avoir été blessé, l'adolescent a vu un policier armé en face de lui. Et il a pu décrire ses vêtements. Un t-shirt marron, un jean bleu délavé aux cuisses, des baskets noires et un casque. Est-ce que vous seriez en mesure de décrire les vêtements qu'il portait ? Les collègues ? Non. Pas de détails qui vous reviendraient Non. Sur le type de pantalon, par exemple, les t-shirts sombres, pas sombres, blouson, pas blouson, ça vous dit rien ? Non, du tout. Alors, hasard
ou mutisme délibéré. Aucun des policiers ne se souvient des vêtements portés par leurs collègues ce jour-là. Ils n'apportent aucun élément susceptible de faire progresser l'enquête. Auraient-ils pu tous s'entendre pour en dire le minimum ou couvrir le coupable? C'est la question. Je pense que forcément, ils comprennent très rapidement que même si nous sommes des policiers et l'IGPN, on fait notre job d'investigation. Et donc forcément, s'il y a une discordance dans les témoignages ou s'il y a un manque, forcément, on va le voir, on va le mettre en exergue et ce n'est pas leur intérêt. Aujourd'hui, les enquêteurs sont persuadés que c'est bien un membre des forces de l'ordre qui a tiré, mais il n'est pas facile de les faire parler. Pour espérer confondre un policier qui a fauté, mieux vaut avoir une preuve irréfutable. C'est ce qui s'est passé dans une affaire quasi similaire. En 2010, Geoffrey a été gravement blessé par un tir de lanceur de balles de défense. Au moment des faits, il avait 16 ans. Alors que l'adolescent manifestait devant son lycée à Montreuil, un gardien de la paix lui a tiré en plein visage. Dans sa première déclaration à l'IGPN, le policier donne une foule de détails. Il précise avoir repéré un jeune particulièrement excité qui avait jeté sur lui un pavé, puis un deuxième projectile. Et c'est au moment où il s'apprêtait à lancer un troisième pavé que le policier avait fait feu. Seulement, quelques jours après sa déclaration à la police des polices, une vidéo apparaît sur le net. Elle a été prise quelques instants avant le drame par le téléphone portable d'un des camarades de Geoffrey. On voit l'adolescent pousser une poubelle et c'est à ce moment-là qu'il est touché par un projectile. Après la diffusion de cette vidéo sur Internet, le policier est à nouveau convoqué par l'IGPN. Sa première audition était truffée de mensonges. Le tireur n'a d'autre choix que de reconnaître qu'au moment où il a visé le jeune homme, celui-ci n'était pas en train d'envoyer de projectiles. Le policier risque une sanction administrative qui peut lui coûter sa carrière, d'autant plus qu'il a menti sous serment. Faux témoignages, faute professionnelle, fonctionnement opaque, des comportements qui nuisent à l'image de la police. Pour y remédier, l'IGPN va devoir mettre les bouchées doubles. Nous sommes le 2 septembre 2013. Ce jour-là, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a convoqué la presse pour taper du poing sur la table. Afin de mieux contrôler la police, il annonce le retour du numéro matricule, la réception des plaintes contre les policiers sur Internet et la réorganisation de l'IGPN. La patronne, Marie-France Monéger, se retrouve en première ligne. Les bœufs carottes doivent passer à la vitesse supérieure. Et pour cela, elle dispose d'un service peu connu du grand public, mais redouté des policiers. Des enquêteurs spécialisés pour contrôler sans prévenir n'importe quel commissariat. Ce jour-là, les bœufs carottes ont dans leur collimateur le commissariat de Villefranche-sur-Saône, une descente surprise. Et les policiers du coin vont se souvenir des commissaires divisionnaires Garcin et Villard. À eux deux, 45 ans de police. Bonjour madame, nous sommes des collègues de l'IGPN, on voudrait voir votre chef de service. L'arrivée de l'IGPN dans un commissariat, c'est toujours synonyme de tracasserie. Alors les bœufs carottes prennent les devants. Encore une fois, donc l'objectif, c'est pas de stigmatiser les personnes, dire qu'ils travaillent mal, etc. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de révéler les risques qu'on a intervenu à caractère préventif essentiellement. Pour le commissaire de Villefranche, c'est une longue journée qui commence. Les inspecteurs vont passer le bâtiment au crible. Ils vont tout vérifier, point par point, à commencer par un secteur sensible, les cellules. Le cheminement de vos GAV quand ils arrivent. Là, c'est l'accès aux cellules de garde à vue et accessoirement au vestiaire des fonctionnaires. Donc les détenus, quand ils sont arrêtés par exemple par là-bas, qui passent par où? Ils sont déposés devant le commissariat. Et ils passent par l'accueil. Obligatoirement. Premier problème, un unique accès pour le public et les gardés à vue. Une victime peut donc très bien croiser son agresseur. Comment ça fonctionne? Il est ouvert.
Il n'y a pas de système de code de fermeture pour empêcher les évasions. Deuxième problème, l'accès aux cellules est complètement libre. Dans les deux sens, on rentre et on sort comme on veut. Voilà. D'accord. Bon. Ça, c'est les toilettes des détenus. Troisième problème, l'état des cellules. Elles ne sont pas nettoyées assez souvent. Alors, les geôles. Votre système de nettoyage, comment ça se passe? Vous avez un contrat? C'est la femme de ménage, oui, effectivement. Qui a un contrat et qui, dans son contrat, doit passer tous les jours? Oui, je crois, mais elle n'a pas assez de temps. Mais surtout, ce matin-là, une cellule est hors d'usage. Un gardé à vue a brisé la vitre. Ah oui. Et voilà. Voilà ce qu'il a fait. D'accord. Voilà, et donc comme nous avons une femme en garde à vue déjà. Une cellule en moins, autrement dit, impossible d'accueillir un nouvel interpellé dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Très bien. Si les inspecteurs sont particulièrement vigilants sur la garde à vue, c'est parce qu'un drame peut vite s'y produire. Comme le 6 juillet 2009, dans un commissariat, près de Saint-Étienne. Mohamed Benmouna, 21 ans, avait été placé en garde à vue. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule. On a retrouvé près de lui une corde réalisée avec la toile du matelas et fixée dans 2 trous percés dans le mur. Pour la famille, ce sont les policiers chargés de sa surveillance qui sont en cause. Le temps qui coupe le matelas, le temps qui fait le nœud, le temps qui fait un trou dans le mur, le temps qui se pend, ça demande du temps. Ils sont fait où ces policiers, ils sont fait où? C'est la question aujourd'hui, la vérité, c'est là que je cherche la vérité, moi. L'IGPN a établi les faits. La caméra de vidéosurveillance était floue et la cellule n'était pas aux normes. Aucun policier n'a donc été sanctionné. C'est la vétusté du bâtiment qui a été mise en cause. Ce commissariat n'avait jamais fait l'objet d'une mission d'inspection comme celle-ci. Elle aurait peut-être évité ce drame. D'accord. Par brigade. Il y a pas. Les vidéos, elles sont. Pour les gardes à vue? Ouais. Oui. Donc elles sont là. C'est ce qu'il nous a dit après. En vérifiant le système de vidéosurveillance, les inspecteurs vont trouver une faille. Et celle-là, là. Un voile sur l'écran, qui empêche de bien voir le gardé à vue. Pour le commissaire Villard, ce n'est pas satisfaisant. Qui sont les cellules de garde à vue? Comme son nom l'indique, garder à vue. C'est-à-dire qu'on doit l'avoir sous nos yeux en permanence. Et il y a un autre endroit sensible que les bœufs carottes veulent voir de près, l'armurerie. On va regarder les armes administratives maintenant. Alors. Dans la clé, il y a uniquement le chef de poste qui l'a, c'est ça? C'est un code. C'est un code. C'est là, ça code. Et qui est-ce qui connaît le code? Tout le monde. Tout le monde. Je vois pas pourquoi tous les fonctionnaires connaissent le code alors que c'est le chef de poste qui remet l'arme. Parce que les chefs de poste changent. Oui, tous les chefs de poste, mais tout le monde n'est pas chef de poste. Presque. Oui, vous faites tourner. Là, on fait tourner, puis il y a en fonction des absents aussi. Oui, d'accord. Bref, tous les policiers ont facilement accès aux armes. Il faut donc vérifier qu'elles sont toutes bien là. Après vérification auprès des personnels en service, il doit en rester 46. Seulement, le compte ne semble pas beau. Non, c'est que j'ai mal compté sans doute. Non, c'est pas forcément ça. Des fois, dans ces deux, c'est qu'il y en a un qui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 45, il a 17, 46. 46. 46. C'est 46, C'est mal écrit. C'est bon. C'est bon. Donc, on est bon. Soulagement pour le chef de poste, le compte y est. Car les bœufs carottes ne prennent pas pour argent comptant ce que les policiers leur disent. Ils contrôlent tout par eux-mêmes. Exemple avec les scellés, les pièces à conviction des enquêtes en cours. Tout ce qui a de la valeur, c'est dans le bureau du chef de service. Ici, je mets les scellés les plus volumineux. T'as pas de fiche? Vous n'avez pas fait les fiches de scellés? Il y a de l'argent, de la drogue, des bijoux à conserver en lieu sûr. Mais aussi des objets disparates, par exemple cette disqueuse thermique qui a servi à un cambriolage. Des scellés qui doivent être scrupuleusement répertoriés et rangés. Mais apparemment ici, ce n'est pas toujours le cas. Après, on remet tout dans l'armoire. Non, mais c'est pas après. Le problème, c'est que là, c'est de l'argent et ça reste dans le bureau. Ah, mais là, ça va partir. Oui, après, c'est pas dans l'armoire du patron. Là, on arrive aujourd'hui, c'est pas dans l'armoire. Alors, dites-moi. Je suis submergé de travail et j'ai pas le temps de le faire avant. D'accord. L'enregistrement des scellés, c'est un travail fastidieux. Et les policiers ont souvent autre chose à faire. Les enquêteurs repèrent du hashish saisi ce matin. Il n'a rien à faire sur ce bureau. Ça date de quand, là? Ça date de lundi, mardi. Lundi, voilà, pareil. Très bien, merci messieurs. La procédure est de plus en plus lourde.
et de plus en plus technique, avec de moins en moins de moyens. Donc voilà, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Les policiers estiment qu'il est impossible de suivre le règlement à la lettre, car ils sont débordés. Alors les enquêteurs de l'IGPN qui contrôlent les procédures ne sont pas toujours bien vus. Certains policiers, qui ont de la bouteille, ne se gênent pas pour le dire. Ils font partie du même corps, mais plus ou moins, ils sont pas de notre côté, ils sont de l'autre côté. Je veux dire, je suis pas sûr qu'ils soient toujours objectifs quand ils s'en prennent aux fonctionnaires de police, quoi. Dans quel sens ils seraient pas objectifs? C'est toujours une suspicion que le fonctionnaire a fauté. Or, je suis pas sûr que... Et c'est déstabilisant, il y a des moments. Mais je pense qu'il faut être sur le terrain pour pouvoir juger. C'est pas dans un bureau qu'on peut juger... Vous voulez dire que ce sont pas des gens de terrain? Non, c'est pas des gens de terrain. C'est pas des gens de terrain. C'est plus des bureaucrates. Voilà par exemple une procédure que les policiers de Villefranche jugent trop lourde. Donc on va prendre celui-là qui est août 2012. Dans ce carton, des téléphones portables saisis en prison, ils sont destinés à la destruction. Comment ça marche? Et les portables, ils sont détruits comment? Les portables, avant au pilon, non? Alors c'est manuel. En fait, au lieu de les détruire réglementairement dans un incinérateur agréé, les policiers de Villefranche ont recours à des moyens un peu plus expéditifs. Des téléphones détruits à coups de marteau. Le commissaire Villard n'en revient pas. Ça va à la déchetterie de la cabine. D'accord. Et c'est acté comment, ça? Et le contrôle va se poursuivre durant 2 jours. Aucun service ne sera épargné. Votre arme de service, elle est où, madame? Elle est en bas, à l'armoire forte. Est-ce que vous avez des possibilités d'évasion par les fenêtres? Est-ce qu'elles sont condamnées? Elles ont un système de sécurité? Pour les fonctionnaires, c'est tout sauf une partie de plaisir. J'ai récupéré un certain nombre de plaintes. Donc je voudrais avoir la date de leur enregistrement. Quand vous allez au tribunal qui prennent en compte au niveau du greffe, ils vous tamponnent un bordereau rose en général, qui est un bordereau de scellé. En tout, les contrôleurs doivent examiner 240 procédures réglant le fonctionnement du commissariat. Donc, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien. Voilà, donc ça, d'accord. À la fin de l'inspection, c'est la minute de vérité. Le commissaire de Villefranche prend connaissance du rapport. Le local de rétention n'est pas intégré dans un espace fermé et protégé par un dispositif technique. Le commissaire devra se débrouiller pour régler les dysfonctionnements, mais dans la limite de ses moyens. Dans la vraie vie, avec vos moyens, est-ce que toutes ces choses-là sont applicables, toutes ces préconisations? Comme je viens de l'indiquer, il y a un certain nombre de préconisations qui sont liées au fonctionnement du commissariat, à l'organisation du service, oui. Toutes les préconisations qui sont liées au bâtimentaire et à la structure du commissariat ne relèvent pas de ma compétence et nécessiteraient effectivement un apport budgétaire et financier pour pouvoir mener quelques travaux. Les préconisations de l'IGPN se heurtent souvent au manque de moyens. En 2013, les enquêteurs ont réalisé plus de 200 descentes surprises, un chiffre qui augmente chaque année. Et quand un service connaît vraiment de gros problèmes, la patronne se déplace en personne. Ce matin-là, Marie-France Monéger a pris le TGV direction Marseille, la ville où l'IGPN a soulevé le plus gros scandale policier de ces 10 dernières années, l'affaire de la BAC Nord. Un service mis sous surveillance pendant près d'1 an, avec écoute téléphonique et micro-espions dans les voitures de service. Des soupçons de corruption et de trafic d'influence, et au bout du compte, une quinzaine de fonctionnaires sanctionnés, et 3 d'entre eux déjà révoqués. Pour la première fois, l'IGPN s'est intéressé à l'ensemble d'un service et pas seulement à une personne ou à une petite équipe de personnes. Si Marie-France Monéger retourne en inspection à Marseille, c'est qu'une nouvelle affaire de ripou semble se profiler à l'horizon. Le policier qui a attiré son attention sur ce dossier sensible n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Didier Christini. C'est le patron de l'IGPN à Marseille. Et c'est lui qui a dirigé de bout en bout l'enquête sur la BAC Nord. Aujourd'hui, il a un nouveau policier véreux dans sa ligne de mire. Une double affaire qui concerne un policier pouvant être consommateur d'héroïne et... D'héroïne ? D'héroïne, oui.
et pouvant éventuellement aussi participer à du trafic. Oui. Donc là, c'est quelque chose. Bon, alors là, s'il y a trafic, s'il y a participation à un trafic, le mieux c'est le flag. Ah oui. Une histoire de flics et de dealers de drogue. La patronne veut vite connaître l'ampleur du trafic. Elle préférerait coincer le policier Ripoux en flagrant délit pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur son implication. Toute l'affaire a débuté avec un informateur qui prétend qu'un policier serait mouillé dans un trafic de drogue. On ignore pour l'instant le nom du policier, mais pas celui du dealer. Et le commissaire Cristini l'a placé sur écoute. Il faut maintenant trouver trace du policier au milieu de centaines de conversations. Les interlocuteurs du dealer sont prudents. Ils ne laissent jamais de nom. Mais une des conversations va retenir toute l'attention de Didier Cristini. Il m'a dit non, n'y va pas, surtout n'y va pas. Et en cas, je lui dis, dès que ça va mieux, tu lui dis que je m'excuse, que je voulais passer le voir, mais voilà. Il m'a pas dit cet enfoiré, hein. Il m'a pas dit. Ah ouais. Et lui, il m'a dit, va pas le voir. Et encore heureux. Ah ouais, mais je m'en fous, même pour ça, je serais venu, je m'en fous, peu importe, flic, pas flic. Ah ouais. C'est bon, tu vas me dire, ça, il y a des soucis, j'en ai pas, c'est pareil. Donc nous avons notre présumé dealer qui parle avec une de ses relations. Et il parle d'une troisième personne qui aurait dû faire la commission de quelque chose et qui ne l'a pas faite. Et il dit, de toute façon, le concernant, flic ou pas flic, et il rajoute un commentaire. Voilà. Simplement, ça prouve que ces deux individus sont en relation avec un troisième qui est policier de son état et dans lequel notre dealer dit que flic ou pas flic, de toute façon, c'est pas normal qu'il n'ait pas fait la commission. J'en sais pas plus que ça. La commission en elle-même n'a peut-être rien à voir avec l'histoire des stupéfiants, mais bon voilà, on a un petit élément qu'on va devoir creuser et ça peut être une petite brique supplémentaire à l'édifice. Puis une nouvelle écoute va conforter ses soupçons. Le dealer est au téléphone avec un personnage qui pourrait bien être le policier Ripoux. Tu m'entends? J'étais en train de couloir. Putain, je suis fracassé, je suis au travail, je travaille le samedi dimanche. Putain. Non, c'est exceptionnel, mais ça fait 2 fois déjà dans un mois, c'est bon. C'est fini, hein? Non, je finis à 18h. C'est dommage, je fais pareil. Voilà. C'est des jours de repos en semaine. Ouais, voilà, là par exemple, je travaille pas mardi, mercredi. Qu'est-ce qui, dans cette conversation, vous avez mis statut salarié? Le fait que cette personne travaille 2 jours dans le week-end d'affilée, donc les services qui ne ferment pas le week-end, la police peut en être. C'est une hypothèse, on la vérifie. Le commissaire ne s'est pas trompé. Vérification faite, ce numéro appartient bien à un gardien de la paix. Plusieurs semaines de surveillance téléphonique vont révéler qu'il fréquente régulièrement le dealer. Reste à savoir s'il est simple consommateur ou acteur du trafic. Didier Cristini décide donc d'interpeller le policier et le dealer pour les placer en garde à vue. Nous sommes au siège de l'IGPN, il est 6h du matin. Une équipe de 4 enquêteurs se prépare à intervenir. L'interpellation d'un collègue, c'est toujours une opération sensible. Il devrait avoir, par exemple, chez lui, son arme de service. C'est possible. Oui, c'est possible. Le danger pourrait venir de là. Parce que lui, on sait qu'il est armé, puisqu'il est autorisé à aller sur la voie publique. Donc il peut avoir son arme de service. Les policiers ont décidé de cueillir le gardien de la paix à son domicile, juste avant son départ au travail. Il est 6h du matin. Les enquêteurs de l'IGPN sont accompagnés d'un maître chien, spécialisé dans la détection des produits stupéfiants. À l'animal de découvrir des preuves importantes, la présence de drogue au domicile du policier. Merci. Ils se font ouvrir la porte de l'immeuble par un voisin. Reste à savoir comment le policier va réagir. Merci. C'est là. Ils m'ont expliqué. C'est la deuxième porte. Ça serait ou celle-là ou celle-là. Il n'y a aucun nom. Vous pouvez nous ouvrir? C'est la police. Le policier met du temps à ouvrir. Didier Cristini craint qu'il ne se débarrasse de la drogue. Au bout d'une dizaine de secondes,
L'homme ouvre enfin la porte. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est l'IGPN. C'est l'IGPN. À compter de 7 minutes, vous êtes en garde à vue. D'accord, carrément. Oui, carrément. Pour des infractions liées aux stupéfiants, usage, acquisition, détention, cession, etc. Bon, ça fait quoi, monsieur? 5 grammes environ, selon vous? Très vite, les policiers trouvent une boulette de cannabis. C'est de la résine, c'est de Ah oui, c'est du cannabis. Non, je fais du cannabis. Donc résine. Je fume parce que j'avais pas à dormir. Allez. Le chien ne trouvera pas plus de drogue. En revanche, la fouille de l'appartement va révéler de nouveaux éléments à charge contre le policier. Il n'y a pas d'armes chez vous? À moi, non. Il y a un fusil de chasse sur le lit qui a 2 enfants. Et pourquoi vous gardez le fusil? Parce que je gardais rapidement le temps qu'il déménage. Un fusil de chasse et un pistolet à grenaille. Des armes qui, selon le gardien de la paix, ne lui appartiennent pas. Alors, à qui sont-elles? Et surtout, ont-elles un lien avec cette affaire de stupéfiants? Retour au siège de l'IGPN pour interroger le gardien de la paix. Les enquêteurs n'ont pas jugé nécessaire de lui passer les menottes. Avec quelques grammes de cannabis, la prise est modeste. Ce sont surtout ce fusil et ce pistolet qui intéressent les enquêteurs. Dès le début de la garde à vue, le gardien de la paix donne le nom de leur propriétaire. Un nom que Didier Cristini connaît très bien. C'est celui du dealer qui l'a mis sur écoute pendant plusieurs semaines. Ce nouveau lien entre les deux hommes prouve que le gardien de la paix n'est pas seulement un acheteur occasionnel. Les enquêteurs repartent immédiatement, arrêter cette fois le revendeur de drogue. Ça établit un lien précis entre eux. On ne garde pas les armes de quelqu'un qu'on connaît mal, qu'on connaît à peine. Et quand en plus cette personne est dealer et qu'il a des armes et qu'on est suspecté d'aider au deal, on peut se demander si c'est pas la matérialisation ou un des aspects de la matérialisation de cette aide. Donc il faut qu'on se gare là, quoi. Malgré leur avancée dans la matinée, les hommes de l'IGPN espèrent trouver le dealer à son domicile. Mais dans la rue, une voiture qui s'apprête à démarrer attire leur attention. Ils vont vérifier l'identité du conducteur. C'est leur homme. À 1 minute près, l'interpellation était ratée. Merci. Vous allez sur le trottoir, monsieur, vous restez dedans pour l'instant. Essayez de le palper, je pense qu'il a sur lui. Vous avez ma veste? Là, c'est là, sur le côté. Devant les policiers, l'homme ne se démonte pas. Il joue la surprise. Je peux savoir pourquoi, en fait? Et par rapport à vos activités dans le cannabis. Dans le cannabis? Ah, vous pouvez me faire des tests, je suis un fumeur, ça, il n'y a pas de souci. Je ne fais pas de trafic, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez voir chez moi, il y a On va voir, on va voir. À compter de maintenant, donc il est 10h30. Hein, 10h30. C'est des faits graves, qu'est-ce qu'ils sont? Oui, mais vous n'êtes pas uniquement consommateur. Vous peut-être dépanner des gens. Oui, peut-être, oui, un peu plus. Mais bon, on va y venir. Il affirme n'être qu'un simple consommateur. C'est sa ligne de défense. Reste à perquisitionner son domicile pour voir s'il dit vrai. J'ai des morceaux à moi, ma conso, c'est une paquette. Ah oui. C'est mais bon voilà, je suis un fumeur donc c'est comme moi je prends un bonne quantité. Vous voyez, c'est fruité, ça c'est à moi, il y a ça. C'est les deux. D'accord. Il n'y a pas d'armes? Hein? Il n'y a pas d'armes? Non. J'avais un grenaille immatriculé à mon nom, qui était à la préfecture. J'ai laissé un ami à moi qui est dans la police, j'avais le petit, maintenant je voulais pas faire ça. L'homme évoque spontanément le gardien de la paix et prétend qu'il lui a confié ses armes parce qu'il a des enfants en bas âge. Vrai ou fausse, cette explication confirme une relation compromettante pour le policier. D'autant que cette dernière perquisition est accablante. Là, vous avez un pain de 97 grammes trouvé au domicile du dealer. Là, vous avez un peu de cocaïne trouvée au même domicile. La balance qui sert à la confection de doses. Là, vous avez de l'argent qui a été trouvé à l'intérieur de la voiture du dealer et dont il ne connaît pas la provenance. À ce stade-là, je dirais qu'il y a effectivement de très grosses chances entre les conversations et ce qu'on a trouvé.
son activité de revente du cannabis et de cocaïne semble assez indiscutable. Pour ce trafic, le dealer risque 10 ans de prison. Au terme de l'enquête, le gardien de la paix apparaît plus comme un simple toxicomane et nullement comme un trafiquant. En revanche, il a cédé un peu de drogue à des proches et surtout, il a caché chez lui les armes d'un trafiquant. Pour un policier, ce sont des circonstances aggravantes. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Et parfois, les bœufs carottes tombent sur des policiers chevronnés qui trafiquent avec des délinquants depuis longtemps. Et c'est sur une affaire de ce genre que les contrôleurs ont été alertés dans le nord de la France. En débarquant dans cette grande ville, le commissaire divisionnaire Darier ne sait pas trop s'il a affaire à un gros poisson ou à du menu fretin. Qu'est-ce qui lui est reproché? Un certain nombre de faits, c'est couvert par le secret, donc je ne peux pas trop vous en parler. En termes de sensibilité, sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 5, on est au milieu du gué, on travaille à charge et à décharge. Donc on verra bien au cours de l'audition qui arrive et des investigations. Les preuves ne sont pas irréfutables, alors tout va dépendre de l'audition. Mais le suspect est un policier expérimenté, il a 25 ans de service. Et voilà ce qui inquiète le plus l'IGPN. Ce policier entretiendrait des contacts réguliers avec un gang international de cambrioleurs. Ils ont été arrêtés par les gendarmes qui ont récupéré un butin impressionnant. Des dizaines de manteaux de fourrure et des sacs de marque. Des montres de luxe, mais surtout, des centaines de milliers d'euros en petites coupures. Les gendarmes avaient rarement vu ça. On a trouvé des bassines complètes de perles qui remontaient afin de pouvoir un petit peu blanchir, qu'on ne reconnaisse pas les colliers. On a des bassines aussi de bagues, et parfois qui ont été fondues, qu'on a retrouvées sous forme de lingots. C'était des volumes absolument faramineux. Une très grosse affaire. Le policier est suspecté d'avoir été au courant de ces cambriolages, mais sans jamais les avoir dénoncés. Alors le procureur l'a placé 3 jours en garde à vue, mais il n'a rien dit. Raymond Darier va maintenant essayer de le faire parler. On tente toujours de s'installer en fait pour s'approprier un petit peu les lieux. La personne qui est mise en cause a 25 ans de métier. Ça veut dire qu'il connaît tous les secrets des auditions, des procédures. C'est pas plus compliqué de faire une audition d'une personne comme ça? Non, parce qu'une fois que ces policiers sont devant nous, en principe, ils viennent plutôt reconnaître les faits et ça leur permet aussi de soulager leur conscience. Ce policier, le voici. Il risque sa carrière. Le face-à-face va commencer. Ce qui est en jeu, c'est la vie administrative de ce policier-là. Donc, en fonction du résultat de l'enquête, soit c'est un policier qui peut risquer une très forte sanction, soit c'est un policier qui peut continuer sa vie administrative. Exceptionnellement, nous avons pu enregistrer cette audition, celle d'un flic qui connaît toutes les ficelles de l'interrogatoire, mais qui n'en mène pas large. Il reconnaît des irrégularités, par exemple, ne pas avoir informé sa hiérarchie qu'il avait un indicateur dans la bande. Dans ce groupe de cambrioleurs, j'avais une informatrice qui me donnait des renseignements régulièrement sur la totalité du groupe. Est-ce que vous l'avez inscrite au fichier des informateurs? Non. Et pourquoi? Parce que visiblement, elle n'était pas d'accord pour figurer sur un registre, vu la confiance qu'elle faisait aux institutions policières. Voilà sa ligne de défense. Il affirme que s'il n'a rien dit à sa hiérarchie, c'est parce qu'il voulait faire tomber le gang, grâce à son indique. Je sais qu'ils font dans le volet frac, et je veux faire quelque chose. Tout seul? Je sais pas, moi je fais une affaire, j'ai au moins un coéquipier là-dedans, et j'ai un chef de roue. Tout ce que j'ai fait était dans le but de faire ce que les gendarmes ont fait. Mais j'étais seul, et voilà, j'attendais des éléments plus concrets pour pouvoir éventuellement mettre en route une grosse machine, comme les gendarmes ont pu le faire. Voilà. Vous attaquez une affaire de ce niveau-là tout seul? Mais j'ai pas d'éléments concrets pour l'instant, monsieur. Je récolte des renseignements. Il est clair. Attendez, j'ai pas dit que voilà, il est clair. Le fait de collecter du renseignement qui posait problème. C'est le fait d'évoluer dans un milieu comme ça, à risque. Et vous, bon, bien sûr, vous collectez un truc, mais ça se concrétise pas finalement. Ça dure pendant des années. Et voilà.
Pour entretenir de bonnes relations avec son indicateur, durant 6 ans, le policier lui donne des informations confidentielles. Il lui indique par exemple si les membres du gang sont recherchés ou pas par la police. Il se pouvait très bien qu'elle me dise, concernant le frère de mon concubin, il y a une fiche, il y a quelque chose, il est recherché en Allemagne, ou il est recherché en Belgique, ou bien quoi. Et la réponse, non, t'inquiète pas, tout va bien, quoi. C'était malheureusement des vérités, mais sans intention coupable. Enfin, je veux dire... Est-ce qu'elle-même vous a proposé de l'argent pour intervenir? Non. J'ai jamais eu pour l'achat intime. Une? Pour l'achat intime. Oh non, non, mais vous êtes obligé de la poser. Non, mais on ferme la porte. En voulant réussir sa belle affaire, ce policier est allé trop loin dans sa relation avec son informatrice et maintenant, il commence à le regretter. Votre hiérarchie est-elle informée de vos contacts, voire de vos relations avec ces personnes? Je n'ai jamais eu aucune intention, je veux dire, de me retrancher derrière eux pour essayer de me sortir l'info. Vous voulez un mouchoir? Non, c'est bon, c'est juste. Merci. Vous souhaitez poursuivre l'audition administrative, monsieur Lajauge? Oui, tout à fait. Vous avez pris sur la patate. Forcément. Non, il n'y a aucun souci. Bien que c'est difficile à vivre aussi, aucun souci, monsieur. L'audition va durer 5 heures. Et pour les enquêteurs, c'est clair, les procédures n'ont pas été respectées. Quand on veut garder un indique, on doit aussi faire des choses qui sont à la limite de la légalité parfois pour un policier. Non. Pour un policier, le policier doit respecter la règle. La règle est faite pour ça. Pour l'instant, votre ressenti et ces éléments, ils sont plutôt à charge ou à décharge? On peut penser qu'il a une relation un peu coupable, ou imprudente. On verra si c'est coupable ou imprudente. Le suspect n'apparaît pas comme un ripou patenté, mais plutôt comme un policier qui s'est affranchi des règles pour essayer de réaliser l'affaire de sa carrière. Seulement les enquêteurs de l'IGPN restent préoccupés. Ils veulent savoir si d'autres policiers de ce service travaillent aussi, hors de tout contrôle. Alors ils vont entendre des collègues. J'estime avoir fait mon travail amplement et comme à l'habitude, et que ce soit pour moi ou tous les collègues de mon groupe. Mais c'est surtout le chef de service qui va devoir s'expliquer. L'IGPN le convoque à Paris. Les bœufs-carottes veulent comprendre comment il a pu tolérer que son subordonné travaille en solitaire. Et le chef va en prendre pour son grade. Toi, t'es chef de groupe. Bon, ce collègue-là est mis en cause dans une affaire qui a des déroulements judiciaires. Toi, on est obligé de te dire aujourd'hui, voilà, il y a des oublis, il y a des manquements. En tant qu'officier, chef d'unité, on te fait un rappel là-dessus, qui n'est pas un rappel sanctionnateur. On te dit, voilà, on te met en garde, à toi de faire le ménage dans ton service, parce qu'il n'y aura pas d'indulgence. Non, mais je l'entends bien. Je te dis, et il faut que tu en prennes acte. Je l'entends bien, c'est c'est pour ça que je vous dis. J'ai horreur de tout ce qui est retard, tout ce qui traîne. Donc c'est pas mon genre. Et vous pouvez venir dans mon bureau, vous allez voir, et il n'y a pas de choses. Non, c'est pour ça qu'on en parle ici déjà. L'enquêteur de l'IGPN enfonce le clou. D'autant que le chef de service a tendance à relativiser les manquements à la règle reprochés à son policier. Je vais vous parler de mon collègue à qui on reproche d'avoir trempé, mouillé, entre guillemets, on mettra les mots qu'il faut, avec ces gens-là. Et moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et dans le groupe, il n'y a personne qui comprend, puisque c'est un gars intègre, qui a toujours travaillé pour la police. Vous avez bien vu, il ne s'est jamais enrichi de quelconque manière que ce soit. C'est pas quelqu'un qui est considéré comme un ripou. C'est quelqu'un qui travaille, il a peut-être travaillé effectivement, comme on dit, à l'ancienne, mais c'était pour élaborer des dossiers, monter des dossiers, et voilà. En attendant la fin de l'enquête, le policier mis en cause est suspendu. Les enquêteurs de l'IGPN pourraient se réjouir d'avoir épinglé des policiers qui ont fauté. Mais c'est le seul service de police où l'on ne célèbre pas une affaire réussie. On ne boit pas de champagne quand on réussit une affaire. Parce que c'est toujours... Alors, quand on réussit une affaire. Quand on met en cause un fonctionnaire de police sur des faits graves, voilà. Non, on ne boit pas de champagne parce que c'est toujours dramatique. Ça a des conséquences pour le fonctionnaire, mais pour sa famille, pour le service auquel il appartient. Donc, voilà, c'est jamais très plaisant.
L'IGPN mène 1300 enquêtes chaque année. Dans 70% des cas, les policiers sont mis hors de cause. Restent 350 fonctionnaires pour qui les bœufs carottes ont pu établir une faute professionnelle, voire une infraction pénale.